On l'a constaté ce matin et depuis les conférences d'hier également, que la question du travail occupait une place centrale, et pour cause, puisque le thème de ces rencontres est celui de la décision face à l'incertitude. Il est une incertitude aujourd'hui qui s'affirme avec force et qui s'est affirmée avec fracas, notamment lors des débats sur l'allongement de la vie active et les retraites, qu'il était une incertitude fondamentale qui était celle liée à la place du travail et au rapport au travail. Alors face à cette incertitude, on en a fait encore le constat lors de la conférence de ce matin, la quête du sens au travail est ouverte, sans pour autant qu'on définisse quel est ce sens au travail, et à grand renfort d'éléments de langage. Jean-Hervé Lorenzi le dénonçait encore ce matin, que je vois passer, sur cette flemmardisation, cette soi-disant flemmardisation, ce désengagement des salariés, cette perte du sens de l'effort. Et sur la base des travaux qu'on a pu mener, notamment à l'Institut Sapiens, notamment dans le cadre de mon activité comme avocat en droit social auprès d'entreprises, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a une affirmation qui s'exprime avec force au-delà de l'ensemble de ces questions du sens au travail, qui est celle selon laquelle aujourd'hui le travail est considéré comme le temps au travail est considéré comme un temps de vie. Et donc il est attendu des salariés que l'entreprise fasse en sorte que, et on l'a encore entendu ce matin, que le récit du travail s'inscrive dans le récit de ma vie. Voilà aujourd'hui la grande attente, et qui conduit à constater que le travail est non plus une fin en soi, mais un moyen. Et la bonne nouvelle, c'est que si c'est un moyen, on a pu développer des éléments pour le mesurer, et notamment des facteurs de satisfaction et d'insatisfaction au travail. Facteurs d'insatisfaction et d'insatisfaction qui peuvent être influencés par un certain nombre d'outils pour pouvoir y répondre. Alors je pense que Muriel Pénicaud, et je fais le teasing de la conférence qui va s'ouvrir tout à l'heure, en reparlera, mieux que moi certainement, puisqu'elle en est à l'origine. Le constat qui peut être fait, c'est que le principal vecteur pour faire bouger ces facteurs de satisfaction et d'insatisfaction dans l'entreprise, c'est l'accord collectif. La primauté donnée depuis les ordonnances travail à l'accord collectif est fondamentale, et d'autant plus fondamentale que ces accords permettent de définir une politique sociale différenciante, une organisation du travail spécifique, qui sont des éléments qui permettent de faire d'une politique sociale un élément de compétitivité de l'entreprise. Alors je disais qu'il y avait des facteurs de satisfaction et d'insatisfaction. Je vais en énumérer certains. Le premier, alors étant d'ores et déjà précisé que c'est pas des vases communicants, c'est pas parce que vous allez influencer positivement un facteur d'insatisfaction qu'il va automatiquement devenir un facteur de satisfaction. Ça restera un facteur d'insatisfaction dans l'entreprise, de moindre importance certes, mais toujours un facteur d'insatisfaction. Et le premier critère d'insatisfaction dans l'entreprise, c'est la rémunération. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pas un facteur de satisfaction en tant que tel, mais un facteur d'insatisfaction. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que puisque le travail est considéré comme étant un temps de vie, le temps au travail est un temps de vie, la réflexion des entreprises consistant à considérer la rémunération comme étant une contrepartie aux contraintes de l'activité est éculée. Donc c'est une autre réflexion sur la rémunération qui doit être menée, et je l'entendais encore ce matin lors de la première conférence, l'enjeu fondamental va être de réconcilier capital et travail. Et cette réconciliation entre le capital et le travail, elle se fait notamment par les outils d'épargne salariale. Alors, le constat qui est fait dans les travaux qui sont menés, c'est que peut-être que ça va bouger dans les mois ou dans les années à venir, parce qu'on nous a annoncé une nouvelle réforme sur l'épargne salariale, mais le constat qui est fait, c'est que la participation aujourd'hui est incomprise et totalement décorrélée des attentes à la fois des entreprises et des salariés. C'est un outil qui ne marche plus. En revanche, on a des outils qui sont extrêmement efficaces pour répondre à ce facteur d'insatisfaction, que sont l'intéressement notamment. Je prends les dernières études qui sont sorties sur ce sujet par la DARES, dont il ressort que pour influencer positivement la performance sociale de l'entreprise, qui est mesurée par le taux d'absentéisme, l'intéressement est l'outil fondamental, et j'y reviendrai, combiné notamment avec les outils qui permettent de développer l'autonomie des salariés. Donc intéressement et autonomie.
Et pour cause, l'intéressement est un outil qui, par définition, intéresse directement les salariés aux fruits et aux résultats de leur travail. Et on le sait, les études le montrent, que les deux facteurs clés de l'engagement dans l'entreprise, c'est à la fois la reconnaissance et l'implication des salariés. Et l'outil d'intéressement permet de répondre à la fois à cet enjeu de reconnaissance et d'implication. Et puis on a de nouveaux outils qui viennent compléter cet outil d'intéressement, issu notamment de l'ANI sur le partage de la valeur qui a été transposé dans de nouvelles lois en septembre 2023, avec cette prime de valorisation de l'entreprise qui sont l'équivalent des shadow actions, voilà, avec la complexité en moins. La prime de partage de la valeur, même si je suis à titre personnel pas un grand fan de la prime de partage de la valeur parce que je considère que ça n'est pas en tant que tel un outil d'épargne salariale. Donc voilà, on a des outils qui nous permettent de répondre à ce premier facteur d'insatisfaction fondamentale qui est celui lié à la rémunération. Le deuxième facteur d'insatisfaction, c'est celui qui est lié à la charge de travail, non pas à la durée du travail. Ce dont on se rend compte, c'est que les salariés, fondamentalement, ne se plaignent pas d'une durée trop importante du travail. En revanche, là où peut naître l'insatisfaction, c'est la charge de travail. C'est lié à la charge de travail. Donc, un des facteurs, à côté de la rémunération, d'insatisfaction fondamentale pour les salariés dans l'entreprise, c'est celui lié à la charge de travail et au refus de subir les nouvelles contraintes d'organisation du travail. Et à ce titre-là, le constat que nous faisons, nous, au quotidien, c'est que beaucoup d'entreprises réouvrent la négociation sur les accords de temps de travail. Le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, en a parlé, mais pour répondre à ces nouvel enjeu de maîtrise du temps, puisque le temps de travail est aujourd'hui un temps de vie, et donc tout l'enjeu, c'est de cette maîtrise du temps que veulent se réapproprier les salariés. Donc cette semaine de 4 jours relève de cette dynamique de nouvelle maîtrise du temps et de réappropriation de maîtrise du temps. Et pour y répondre, les entreprises réouvrent, pour beaucoup d'entre elles, la négociation des accords sur l'aménagement du temps de travail pour donner plus de flexibilité, s'interroger sur une autre organisation du temps de travail, sortir d'un décompte ex post des horaires de travail, mettre en place des horaires individualisés, ce qu'on appelle des horaires flexibles, même si on se rend compte que de plus en plus, maintenant, on passe d'horaires flexibles à une durée flexible, qui est attendue de la part tant de l'entreprise que des salariés. Voilà et se dit en passant, le constat qui est fait également s'agissant de la réouverture de la négociation sur l'aménagement du temps de travail vient aussi en écho avec le télétravail. Pourquoi ? Parce que ce dont on se rend compte, c'est peut-être la raison pour laquelle les entreprises reviennent sur ce télétravail, c'est que le télétravail, il est aujourd'hui considéré comme étant la pierre angulaire d'une organisation du travail flexible. Or, il ne faut pas oublier que le télétravail, c'est juste un aménagement des conditions de travail. Ça permet simplement un travail hors des murs de l'entreprise et ça permet certes une économie de temps, mais une économie de temps de transport. En soi, le télétravail n'est pas un outil d'aménagement du temps de travail. C'est faux de penser ça. Et donc, face à cet enjeu, face au fait que le télétravail, conçu comme un outil de flexibilité du temps de travail, alors même qu'il n'en est pas un, crée aussi un sentiment de discrimination, de rupture d'égalité subi par les salariés qui ne pouvaient pas en bénéficier, bien les entreprises ont là aussi, pour répondre à cet enjeu-là, réouvert les négociations sur l'aménagement du temps de travail pour imaginer des nouveaux outils de flexibilité et répondre à ce critère d'insatisfaction lié au refus de subir la charge de travail. Voilà pour les principaux critères d'insatisfaction qu'on a pu constater et mesurer. Maintenant, je vais passer aux critères de satisfaction au travail. Critères de satisfaction qui sont d'abord les perspectives d'évolution professionnelle dans l'entreprise et qui est d'ailleurs un des facteurs clés de refus de prolongation de la vie active. Si vous n'êtes pas dans la capacité d'ouvrir des perspectives d'évolution professionnelle dans l'entreprise, les salariés seront moins enclins à poursuivre leur vie active et à allonger leur vie active au sein de l'organisation elle-même. Et le constat qui est fait pour répondre à ce facteur de satisfaction
qui est lié aux perspectives d'évolution professionnelle, c'est que l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels devient aujourd'hui la pierre angulaire de la politique sociale dans l'entreprise. Parce que c'est par définition l'accord qui va permettre de définir des passerelles d'évolution professionnelle. Était évoqué ce matin l'enjeu des qualifications et de l'augmentation des qualifications pour poursuivre un objectif d'augmentation de la productivité. Le fait est que l'accord GEPP, son objet premier est de permettre de répondre à ces enjeux, et ce d'autant plus que les modalités de l'activité professionnelle actuelle vont devoir être totalement repensées en lien avec les nouvelles formes d'organisation du travail qui évoluent, notamment en lien avec la civilisation écologique, on l'a évoqué ce matin, et avec l'ère de la révolution digitale, là aussi, on l'a évoqué. Et le premier outil pour pouvoir répondre à ces enjeux, c'est l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels dont se saisissent ces entreprises et qui devient la clé de la politique sociale différenciante dont je parlais tout à l'heure. Alors, en revanche, le constat que nous faisons, s'agissant des enjeux écologiques qui étaient évoqués ce matin, c'est que on n'y est pas encore tout à fait. C'est que la plupart des entreprises savent qu'il faut y répondre, qu'il est attendu de nous, c'est la loi qui le pose, que l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels intègre les enjeux écologiques. Aujourd'hui, c'est encore extrêmement balbutiant et on renvoie à des commissions où on se contente de dénoncer de grandes vérités sans pour autant s'interroger véritablement sur l'impact écologique sur les emplois eux-mêmes, alors même que c'est ce qui est attendu à la fois des salariés et évidemment de la loi. Donc il y a encore des efforts à faire, les entreprises le savent, mais ne s'en saisissent pas encore totalement. Ça, c'est le premier facteur de satisfaction. Le deuxième facteur de satisfaction, je l'évoquais tout à l'heure comme étant un des facteurs clés de l'engagement des salariés, c'est celui lié à l'autonomisation des salariés. Et là, c'est un peu ma marotte. L'autonomisation des salariés, elle est favorablement on peut influencer par le développement d'outils qui sont liés au droit, ce qu'on appelle le droit d'expression directe et collective. Alors c'est pas nouveau, ça date des lois Aureau de 82, donc c'est vous dire. Sauf que ce dispositif-là a été totalement oublié, personne ne s'en saisit, alors même que c'est une obligation de négocier pour la plupart des entreprises, mais personne n'en fait rien. Et pour autant, c'est l'outil principal pour répondre à cet enjeu de développement d'autonomie des salariés et pour répondre à cette question cette fameuse question du sens que personne ne définit jamais, alors pour autant que si on s'en tient notamment à une étude de la DARES de 2021, et je vous cite ça de mémoire, un des aspects du sens au travail, c'est celui lié à la faculté de permettre aux salariés de développer leur créativité. Et si c'est un des aspects de la définition du sens au travail, eh ben, les groupes d'expression directe et collective des salariés permettent totalement d'y répondre parce que l'objectif précis de ces groupes, c'est de définir à la main de l'entreprise et des partenaires sociaux les groupes dans lesquels vont pouvoir s'exprimer les salariés à la fois sur leurs conditions de travail, sur les moyens de travail qui sont à leur disposition, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui devrait évoluer favorablement, de faire part de leur retour d'expérience et d'alerter le management. On dit, je crois de mémoire qu'hier était évoqué le fait qu'il fallait en France une révolution du management. C'est vrai. Le fait est que le constat que nous faisons dans l'accompagnement des entreprises, c'est que le management intermédiaire dans l'entreprise n'existe plus. On leur a appris à gérer des KPI. En revanche, la gestion du personnel et des salariés, ça n'est plus une compétence attendue de nos managers intermédiaires. Et puis par ailleurs, le constat est fait aujourd'hui que dans la plupart des entreprises, devenir manager, c'est une récompense. C'est plus une compétence en tant que telle. Donc il y a toute cette réappropriation du management qui est permise par le droit d'expression directe et collective parce que c'est animé par le management intermédiaire et ce sont les salariés eux-mêmes qui s'expriment de la base pour faire remonter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'entreprise et de partager leur retour d'expérience. Et là encore, les études montrent que les organisations
pertinentes sont celles qui ont mis en place des dispositifs de retour d'expérience et de participation directe des salariés à la vie de l'entreprise. Donc voilà ce dont on voulait vous faire part ce matin, moi en tant qu'avocat en droit social au sein du cabinet Arcis, membre de l'Institut Sapiens, et au regard des travaux qu'on a fait pour l'Institut, et également au sein de NEOS, qui est un think tank que j'ai fondé dédié aux transformations au travail, pour essayer de concrètement aborder, au-delà des incantations liées à la perte de sens sans pour autant jamais le définir, les éléments de réponse concrets qui pouvaient être apportés à ces nouveaux rapports, quels étaient ces nouveaux rapports, et comment on pouvait y répondre, et comment les entreprises, en tout cas, essayaient d'y répondre avec les moyens qui existent, et donc on a de quoi faire. Merci à vous.